Ouais. Le but c'était de vous faire peur. Ah, mais si je me tiens comme ça, c'est pas que j'ai mal à la tête, hein, c'est juste qu'il n'y a pas d'élastique sur le masque. Ouais, bon, j'aurais fait un super mauvais méchant dans l'histoire. Attendez, j'enlève ça. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, ça fait transpirer. On voit que dalle. Et en plus, on sent très fort son haleine. Donc ça commence à devenir compliqué. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'Opéra Garnier, nous pouvons enfin parler d'une œuvre incontournable, d'une histoire mêlant faits réels et légendes depuis plus de 150 ans. Est-ce parce que les lieux immenses nous fascinent, que nous aimons les pensées hantées, que nous aimons leur donner une aura mystérieuse, que les recoins sombres des salles des machines cachent forcément un mystère? À l'instar de l'Overlook de Shining, le Palais Garnier a lui aussi ses fantômes. Enfin, son fantôme. Aujourd'hui, tous les théâtres et opéras se vantent d'avoir leur esprit frappeur, leur vieil homme transparent venant en coulisses, leur belle comédienne mystérieuse dans les loges, leur malédiction. Pourtant, le plus connu est le fantôme de l'opéra. C'est un peu too much. Son histoire commence avec un roman, ou avec des événements troublants. Qui de l'œuf ou de la poule? La frontière entre le réel et l'imaginaire? Y en a-t-il une, justement? Mystère? Revenons en 1909. Un certain journaliste et grand reporter, Gaston Leroux, publie dans Le Gaulois... Mais non, mais pas lui! Dans ce journal! Là. Un feuilleton qui tient en haleine ses lecteurs. Pour info, les feuilletons publiés dans les journaux sont en fait des petits chapitres racontant diverses aventures aux lecteurs, histoire de les divertir, mais aussi de les faire acheter en les fidélisant. C'est l'ancêtre direct de ce qu'on appelle le soap opéra, ou l'opéra savon. J'en parlais rapidement dans la vidéo sur le sujet, juste ici. C'est un feuilleton sentimental qui s'est surtout développé sur les ondes radio américaines, commandité par des fabricants de produits d'hygiène et de savon, d'où le nom. C'est aussi une manière péjorative de qualifier une culture qu'on considère étant celle de la ménagère. Bon bref, on va pas revenir dessus, retournez voir la vidéo dédiée, si vous avez un petit trou de mémoire ou si vous êtes curieux, ou que vous l'avez pas vu. Pas bien. Donc, notre Gaston Leroux, en 1910, donc l'année d'après, fait publier ce feuilleton sous forme de roman, et il lui donne le titre de Fantôme de l'opéra. Et quel succès! Le papa de Rouletabille a déjà du succès grâce à ses romans policiers. Si vous ne connaissez pas ce personnage, c'est un croisement entre le petit-neveu de Sherlock Holmes et l'oncle de Tintin. C'est super cool. Regardez, Larsan. Je suis pas venu ici pour tirer sur Larsan, mais pour lui parler. Quoi? Mais vous êtes fou! On ne parle pas avec Larsan, il vous tirera dessus. Peut-être, mais je prends le risque. Revenez, Rouletabille! Revenez! Attention, Rouletabille, couchez-vous! Je comprends pas. Au Roche-Noir, vous trouvez la tanière de Larsan. Vous refusez de le débusquer. À présent, nous le tenons. Vous vous montrez au milieu du chemin comme pour l'avertir. Résultat, il nous tire dessus. Je vous préviens que je continuerai à prendre les mêmes risques. Je ne vous oblige pas à les partager. Vous êtes mon ami, Sinclair. Je vais vous confier mon secret. Larsan. Larsan est mon père. Mais c'est incontestablement cette histoire de fantôme à l'Opéra Garnier qui va le faire entrer dans la légende. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte exactement, le fantôme de l'opéra? Eric est un homme issu d'un milieu modeste et qui présente des difformités au niveau du visage, ce qui lui vaut le fait de jouer un monstre de foire. Après de multiples péripéties, dont une carrière d'ingénieur en Perse, oui parce que même s'il est pas très beau, il sait se servir de sa tête, il se réfugie dans les sous-sols du Palais Garnier, alors encore en travaux. C'est donc 5 étages sous la Seine, au niveau du lac, dans une sorte de grotte qu'il rejoint à l'aide d'une gondole, qu'il décide de se terrer et de composer une œuvre lyrique. Et pour se mêler à quelques rares occasions à la foule, il porte un masque noir. Oui mais voilà, l'amour va venir mettre le bazar. Non! 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 Une jeune cantatrice, Christine Daae, débutante prometteuse, va venir chambouler Eric. Il tombe fou amoureux de son talent, de sa beauté, de sa voix, tout. Et il décide de l'aider à sa manière.
La nuit, alors qu'elle dort, Christine dit entendre une voix chanter et l'inspirer. Elle l'appelle rapidement son ange de la musique. Elle en fait d'ailleurs part à son fiancé, le comte Raoul de Chagny. Et oui, elle est fiancée. Le fantôme, outre venir l'inspirer la nuit, demande à ce qu'on lui donne accès à la loge numéro 5, idéalement située pour qu'il puisse voir et entendre les luttes de son cœur lorsqu'elle se produit sur scène. Pour cela, il envoie des lettres au directeur de l'opéra qu'il signe F de Lo, comme ceci. Et il se met à exiger beaucoup de choses. Il insiste pour que Christine joue le rôle de Marguerite dans l'opéra Faust, à la place justement d'une cantatrice de renom, la Carlotta, sous réserve de maudire la salle. Sauf que les directeurs ne prennent pas du tout cette menace au sérieux. Mais alors, pas du tout. C'est dommage. Ce soir-là, alors que la Carlotta entre sur scène, sa voix devient subitement un coassement. Et tout le monde entendra à ce moment-là dans la salle résonner une voix disant « Elle chante ce soir à décrocher le lustre ». Et là, boum! Le lustre s'écroule sur l'audience. Le fantôme est enfin pris au sérieux. Les rumeurs enflent autour de ce personnage mystérieux et de séries d'accidents inexpliqués et terrifiants. Le fantôme sait se mettre en scène. C'est même là son plus grand talent. Je vous ai dit qu'il avait travaillé en tant qu'ingénieur, mais surtout qu'il a des connaissances en prestidigitation. Eric élimine toute opposition ou toute embûche sur le chemin de Christine. Cette dernière tombe sous la coupe du fantôme, devient dans un premier temps fascinée par lui, puis tombe complètement amoureuse. Cependant, les agissements d'Eric commencent à la terrifier. Mais vraiment. Un jour, elle arrive à voir ce qui se cache sous le masque. Et elle est complètement dégoûtée et terrifiée par la vision. C'est pas cool, c'est vraiment pas sympa pour lui. Eric l'enlève jusqu'à sa grotte et l'emprisonne. Le comte Raoul de Chagny, vous savez, le fiancé de Christine, se met donc à la poursuite du fantôme et essaie de retrouver la belle, et doit vaincre une série de pièges et d'illusions mis en place par le prestidigitateur. Ça fait 2 fois que je le dis, je suis trop fière. Bien entendu, Christine va finir par faire entendre raison à Eric, et elle partira dans les bras de son fiancé. Sans accident, sans mort, sans rien. Le fantôme accepte. Fin de l'histoire. Bon, voilà l'histoire grosso modo résumée. Vous savez, Gaston Leroux est très fort. Il a su brouiller la frontière entre le réel et la fiction. Plusieurs événements marquants se sont déroulés et ont soit nourri le roman de Gaston Leroux, soit amplifié la légende du fantôme. N'oublions pas non plus que l'Opéra Garnier est sujet à de nombreuses rumeurs de la part du grand public. Ce dernier n'a pas accès à plusieurs espaces de l'opéra, que ce soit les coulisses, les salles des machines ou certains salons. Et ça échauffe les esprits les plus créatifs. Quels sont ces faits réels, parfois mystérieux, sur lesquels l'écrivain a pu s'appuyer pour écrire son histoire? Waouh, on va vraiment se calmer sur les effets spéciaux. Revenons à la période de construction de l'Opéra Garnier. Il existait un autre opéra et conservatoire de musique et de danse, rue Le Pelletier. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Celui-ci a fait office du coup d'opéra en attendant que Garnier sorte de terre. Le 28 octobre 1873, un incendie s'y déclare et fait de nombreuses victimes, réduisant au passage le bâtiment à néant. Une histoire se met alors à courir. Ernest, un jeune membre du conservatoire, pianiste de talent, a été grièvement brûlé au visage. Il était au moment des faits en train de composer une marche nuptiale pour sa fiancée, une ballerine qui elle aussi était dans le bâtiment. Malheureusement, cette dernière périt lors de l'incendie. Traumatisé et défiguré, Ernest aurait alors trouvé refuge dans les souterrains de l'Opéra Garnier, alors toujours en construction. On dit qu'il essaierait d'achever son ultime création en hommage à l'amour de sa vie. Il pourrait aussi s'alimenter grâce aux poissons présents dans le lac. Ok Gollum. Pour rappel, le lac artificiel c'est juste une réserve d'eau, hein. Et à l'époque il n'y avait pas de poissons. Et du coup c'est une réserve d'eau en cas d'incendie. Peut-être qu'il a peur du feu du coup... C'est honteux! On dit qu'Ernest est aussi le fils d'une danseuse, morte à la suite d'une terrible agonie suite à un accident. Et un accident pas très sympa. Ses vêtements ont pris feu lors d'une répétition, 10 ans auparavant. Vous savez quand je vous parlais des fameux tutus qui prenaient feu? Et ben voilà. Toujours le feu dans l'histoire, hein, décidément. Sachez que cet incident est lui aussi réel. En 1862, lors de la répétition de La Muette de Portici, la danseuse Emma Livry a littéralement pris feu à cause de la rampe à gaz en bord de scène de l'opéra Le Pelletier. Elle a malheureusement agonisé 8 mois durant. Notre pauvre Ernest, mis au cœur brisé, entourait le palais Garnier en poussant parfois de terribles cris. Et la légende continue.
Chaque accident fait croire au public qu'Ernest agirait en coulisses. Sans mauvais jeu de mots. Le Palais Garnier ouvre ses portes en 1875 et connaît toute une série d'accidents, attribués immédiatement au fantôme au cœur brisé. On retrouve le cadavre d'un machiniste pendu sous l'opéra, mais pas de corde. La célèbre chanteuse suédoise, Christina Nilsson, jure avoir entendu une voix mélodieuse d'homme l'appeler durant la nuit. Peut-être est-ce le fantôme qui essaie de retrouver son grand amour? Mais du coup, s'il confond avec n'importe quelle nana, faut se poser des questions, hein. Ou alors il est juste très con, il confond toutes les femmes avec sa fiancée. Et vous savez ce qu'elle dira? Qu'elle a aperçu un homme étrange dans sa loge, portant un masque et une cape noire, qu'elle surnomme l'ange de la musique. Oui, Christina, c'est en réalité Christine dans le roman. Elle est une source directe d'inspiration pour Gaston Leroux. Et ça brouille encore plus les pistes, parce que du coup, elle a vraiment existé. Et cette cantatrice jouera justement Marguerite dans Faust. Depuis 2017, le National Museum de Stockholm l'identifie aussi comme une source d'inspiration pour le personnage de la Castafiore. Le plus gros incident reste quand même celui du 20 mai 1896. Un bruit affreux se fait entendre dans la salle, comme une explosion, faisant croire aux spectateurs que c'est un attentat anarchiste. La foule panique, il y a des spectateurs qui sautent des balcons. En réalité, ce bruit provient d'un contrepoids du lustre qui s'est détaché. Ce lustre immense au milieu de la salle est retenu par 8 contrepoids de 700 kg chacun. L'un d'eux a chuté, traversant successivement plusieurs étages. Le contrepoids est en fait constitué de 25 parties qu'on appelle des rondelles. Ce sont les 12 dernières rondelles qui tombent sur la tête d'une spectatrice. Et bon, personne n'a envie de vomir ici, mais elle est morte sur le coup. Suite à une enquête, l'origine de l'accident serait liée à un incendie. Encore. Évidemment, le public pense que c'est un coup du fameux fantôme. Allez, devinez le numéro de la chaise dans laquelle la pauvre victime était assise. La numéro 13. Voilà, c'était même pas une devinette, c'était sûr. Le fauteuil numéro 13. Alors là, Illuminati. Et c'est cet accident que Leroux inclut dans son roman. Sauf qu'au lieu de faire tomber une partie d'un des contrepoids, lui fait tomber tout le lustre sur les spectateurs. En 1907, lors de travaux, des ouvriers trouvent un cadavre emmuré sous l'Opéra Garnier. Encore une preuve de plus que le fantôme existe. Ou pas. Ce corps appartient sûrement à un communard, donc c'est-à-dire emmuré lors de la Commune de Paris. Mais pour Leroux, il s'agit là encore d'une preuve de l'existence du fantôme. Pour Gaston Leroux, les corps des communards exécutés ne sont pas dans les sous-sols de Garnier et ont été justement déplacés ailleurs. De plus, il insiste sur le fait que ce corps a été retrouvé tout seul et emmuré. Et maintenant, en 1932, il y a aussi un autre incident qui va continuer à alimenter la légende du fantôme. Un petit rat de l'opéra, donc une danseuse de ballet, chute sur une des marches du grand escalier. Et elle atterrit sur la 13e marche. Pin 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 pin. Apparemment, ce qui est un peu amusant aujourd'hui, c'est qu'il y aurait justement un éclat sur cette marche lié à cet accident. Enfin, amusant, vous comprenez, hein. Et comme dans les hôtels où on évite la fameuse chambre numéro 13, il n'y a pas de loge numéro 13 à l'Opéra Garnier. Du coup, je me demande comment ils font à l'autre bout du monde où le 13 n'a pas du tout cette signification. Et vous savez ce qui est très amusant avec cette légende? C'est qu'il y en a des traces visibles dans notre réalité. La loge numéro 5 du Palais Garnier est réservée aux fantômes de l'opéra. Il y a même la petite plaque dessus. Trop mime, je déteste cette expression, pardon. Dans l'histoire de Leroux, cette loge est tout le temps réservée, mais jamais occupée. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Est-ce que ce serait pas pour se prémunir de la malédiction du fantôme? On va être très clair. Tous ces incidents ont plusieurs années, voire carrément des décennies d'écart. Et ils sont tous presque explicables. Pourtant, Leroux, lui, offre un second souffle à cette légende. Et à vrai dire, le public ne sait plus trop démêler le vrai du faux. Dans le roman, ce n'est pas Ernest, mais c'est Éric. Lui aussi est un artiste, lui aussi est défiguré, lui aussi compose une œuvre dans les souterrains du Palais Garnier, et lui aussi a le cœur brisé. Aujourd'hui, cette légende et cette fiction continuent d'hanter les esprits. En 2018, l'Opéra Garnier a même proposé un escape game autour du fantôme de l'opéra, au sein du bâtiment. Cette légende prend littéralement corps dans notre réalité. Cette œuvre a eu une influence très large sur beaucoup d'autres créations. Mais ça, je compte vous en parler plutôt la prochaine fois. En attendant, soyez sages et surtout, pensez à bien réserver la loge numéro 5 pour le fantôme. Parce que sinon, il y a des lustres qui tombent. Allez, salut! I had left you for good.
Have you missed me, good monsieur?